Les Russes n'ont aucune envie que les Iraniens aient la bombe. Et je pense que Macron, qui a gardé une position, je dirais, pro-israélienne de début et anti-russe dès le début, se rend compte que ça ne paye pas. Chers amis d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, c'est un entretien consacré à la géopolitique avec notre ami François Martin. Bonjour François. Bonjour Charles. Tu es géopolitologue bien connu et aujourd'hui, on va faire un petit peu une revue d'actualité de ce qui se passe dans la sphère géopolitique. On pourra en faire une par jour presque avec tout ce qui se passe. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est particulièrement chargé. Oui. Alors, on va quand même essayer de se concentrer sur les sujets les plus brûlants en ce moment. Oui. Et on va d'abord commencer avec le Moyen-Orient et l'Iran. Oui. On voit que la diplomatie Trump se déploie depuis maintenant plusieurs semaines de manière très active. Il est sur tous les fronts. Oui. Il est à la fois sur le front israélo-palestinien, mais aussi sur le front de l'Iran, où les pourparlers viennent de débuter. On sait que la probable accession à l'arme nucléaire de l'Iran inquiète aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, là, où nous en sommes, des négociations des pourparlers entre Américains et Iraniens? Alors d'abord, il faut replacer ça un tout petit peu dans un contexte général pour dire que Trump n'est probablement pas le meilleur tacticien qui existe, mais on fait l'erreur de considérer que parce qu'il n'est pas un bon tacticien, il est forcément un mauvais géopoliticien et surtout un homme qui n'a pas de vision. Or, c'est faux. C'est-à-dire, par ailleurs, comme il a l'habitude d'être un peu brutal en entrée, parce que dans toute sa carrière, il a fait, s'il le fait, c'est que ça marche. La preuve, c'est qu'il a récupéré Panama uniquement avec sa grosse voix et qu'il va, à mon avis, probablement récupérer le Groenland de la même façon. Parce que quand tu as un gros qui crie sur un petit en lui disant donne-moi ton jouet, ben, en général, le petit finit par donner le jouet, surtout s'il l'a laissé sur un placard sans rien faire. Donc on considère que Trump est pas fiable. Or, à mon avis, il est fiable dans la mesure où sa vision du monde est très claire et c'est celle, il faut en revenir à ça pour comprendre le contexte, et après on va parler de l'Iran, du discours de Rubio l'interview de Rubio par Megyn Kelly le 30 janvier. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs quelle est la vision de Trump? Eh bien, Rubio l'a expliqué très clairement. Il a dit, en gros, il a dit l'unipolarité c'est fini. On a essayé, on a raté notre coup. On a poussé les Russes dans les bras des Chinois, c'était à peu près ce qu'on pouvait faire de pire. On n'y arrive pas, donc ça c'est terminé. Brzezinski, c'est dans le lac, c'est fini. Rome et Carthage se mettent d'accord, on va se mettre d'accord avec les Russes. L'avenir est tripolaire. Il n'a pas dit multipolaire, il a dit tripolaire. Et ça, c'est très important. Il a dit nous, les Chinois et les Russes dans une certaine mesure. Voilà ce qu'il a dit. Là, les mots qu'il a employés. Alors, il n'a pas parlé de l'Inde, parce que l'Inde, politiquement, aujourd'hui, ne pousse pas de la grosse voix. Elle le fera peut-être, mais aujourd'hui, il ne le fait pas. Il n'a surtout pas parlé de l'Europe. Et c'est un tripode. Donc, s'il faut un tripode, ça veut dire qu'il faut que chacun des pieds tienne. Donc, il est essentiel pour les Américains de décoller, non pas détacher, mais décoller le pied chinois et le pied russe, et de donner au pied russe de quoi solidifier, et ça s'appelle l'Ukraine. Donc en gros, ça veut dire qu'au départ de la négociation, il y a l'idée qu'on va leur rendre l'Ukraine. Par contre, ce qui est important, c'est de sauver la face, parce qu'il ne faut pas que que Trump se fasse accuser par ses oppositions d'être cul et chemise avec les Russes. Donc il faut habiller les choses, voilà. Et ça veut dire en même temps qu'ils ne peuvent pas non plus régler le dossier ukrainien tout seuls, parce que les Russes ont cet accord stratégique que tu connais avec l'Iran. Donc, les Russes vont avoir quelque part une part là-dedans, et je pense que je peux un peu deviner ce qui va se passer. En gros, si on peut dire les choses,
euh, il est clair pour moi, et d'ailleurs ça a été confirmé, que si la négociation, ça consistait à partir du principe que les Iraniens devaient arrêter leur programme nucléaire complètement, ce que voulaient les Israéliens, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on allait forcément vers la guerre. Forcément vers la guerre. Parce que les Iraniens n'auraient pas accepté de démanteler complètement. À partir du moment où on accepte le principe d'enrichissement à 60%, la question c'est de rester un pays du seuil et de ne pas devenir un pays nucléaire. Et je pense que c'est la stratégie des Iraniens depuis très longtemps, parce que s'ils avaient voulu avoir la bombe, avec leurs ingénieurs et avec le temps, ils l'auraient déjà. Donc à mon avis, ils veulent rester un pays du seuil. C'est-à-dire c'est une dissuasion bis. Au lieu de dire on a la bombe, on dit on peut avoir la bombe en 15 jours si on veut. Mais on reste un pays du seuil. À ce moment-là, le problème, c'est le contrôle. Pour moi, il me semble impossible que les Iraniens acceptent que le contrôle soit fait par l'AIEA, parce que derrière l'AIEA et dans l'AIEA, évidemment, il y aura des agents du Mossad. Ça me paraît une évidence absolue. Donc, il faut qu'ils puissent confier la vérification, L'inspection, ouais. l'inspection à une entité fiable. Ben, l'entité fiable, ça va être les Russes. À mon avis, on va déléguer aux Russes parce que les Iraniens ont confiance dans les Russes et je pense, sans vraiment me tromper, que les Russes n'ont aucune envie que les Iraniens aient la bombe. Parce que si les Iraniens ont la bombe, demain l'Arabie saoudite aura la bombe et la Turquie aura la bombe. Et les Russes se retrouveront avec 3 pays dans leur arrière-cour qui auront la bombe atomique et surtout avec les Turcs. Et ça sera un casus belli. Donc la position de pays du seuil, en fait, arrange tout le monde. Voilà. C'est pour ça que les Iraniens n'ont pas enlevé la fatwa qui avait été celle de Khomeini au départ, disant la bombe n'est pas islamique, alors que le Pakistan l'a. Ça, c'est acceptable pour Donald Trump? C'est vrai qu'il est pragmatique, mais en même temps, il est un allié indéfectible à partir du moment où il a Israéliens. une garantie comme quoi le pays du seuil ne passe pas le seuil, à mon avis, c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va mettre le couteau pour couper la jointure? C'est ça le truc, à mon avis. Mais si tu veux, les conditions du deal ne me paraissent pas impossibles dans ces conditions. Par contre, il va y avoir un dindon de la farce dans l'affaire, c'est Israël. Parce que ce pays, à ce moment-là, l'Iran reste un pays potentiellement menaçant puisqu'il restera un pays du seuil, même s'il donne des garanties comme quoi il ne dépasse pas. Voilà. Et l'autre élément que je pense de cette négociation, c'est qu'il est évident que pour les Iraniens, la négociation ne peut pas porter uniquement sur le contrôle de son programme nucléaire pour qu'il reste civil, mais aussi pour les conditions de la paix derrière. Donc, ils vont dire, OK, nous, on démantèle les Houthis, on démantèle le Hezbollah, mais vous, est-ce que vous imposez la paix à Israël? Et c'est là que le problème va se poser. C'est-à-dire, il y a la deuxième partie, qui est la partie politique de la négociation, me semble plus importante, et même beaucoup plus importante, que celle concernant simplement le contrôle de leur industrie nucléaire. Parce que c'est là que le véritable problème va se poser. Tu penses que Trump aura plus de mal à s'entendre avec les Israéliens, à les rallier à cette cause du pragmatisme, que de trouver un accord avec les Iraniens? Je pense que Trump ne ralliera pas les Israéliens? les Israéliens qui font déjà un souk aujourd'hui pour vouloir empêcher l'Arabie saoudite d'avoir de la matière fissile aujourd'hui. Donc les Saoudiens, ils s'en fichent si les Américains ne veulent pas leur livrer, ils iront la chercher chez les Chinois. Mais Israël ne sera pas d'accord. De toute façon, Israël ne sera pas d'accord. Donc la question n'est pas qu'Israël soit d'accord, mais qu'Israël soit obligé de le faire parce que les Américains leur forceront la main. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la stratégie qui est poursuivie par Israël depuis 20 ans, ils ont réussi à faire sauter la Syrie, ils ont fait sauter l'Irak, puisque c'est eux, en fait, qui étaient au départ, qui ont proposé, obtenu le principe de
de la destruction de l'Irak. Ils tiennent la Jordanie, enfin ils maintiennent cet équilibre. Avec l'Égypte, c'est moins facile puisqu'on sait qu'il y a les troupes égyptiennes qui sont au bord de la frontière, mais enfin, les Égyptiens sont tellement endettés que quelque part les Américains les tiennent. Donc aujourd'hui, leur véritable ennemi et leur dernier ennemi, c'est l'Iran. Donc à partir du moment, je dirais, où le principe est que les Américains se mettent d'accord avec l'Iran sur quelque chose, à ce moment-là, c'est un échec, je dirais, pour la diplomatie et pour les projets d'expansion israéliens. Donc, il ne faut pas oublier qu'au bout du compte, ceux qui ont les cordons de la bourse, c'est les Américains. Si à un moment donné, les Américains coincent Zelensky en leur disant « tu fais la paix et tu arrêtes ce que Trump a commencé à dire à Netanyahou lorsqu'il est allé le voir, puisqu'en fait, on ne l'a pas dit suffisamment, mais c'est un traquenard. En fait, c'est un traquenard, puisqu'il était en Hongrie en week-end. Et donc, Vance l'a appelé le dimanche en lui disant « tu viens lundi ». Donc, il a pris l'avion, il est arrivé lundi. Et en fait, on ne lui a pas dit qu'on allait parler de l'Iran. Donc, il ne l'a pas su. Il a fait une déclaration en descendant de l'avion en disant « je suis le premier pays qui vient parler des taxes, scrognonu, regardez, je suis le plus grand, je suis le meilleur ami, etc. » Et c'est dans la voiture qu'on lui a dit « on va parler de l'Iran ». Donc, il est tombé un peu du bocal, quoi. Et à ce moment-là, les Américains lui ont annoncé qu'ils étaient en négociation directe avec l'Iran. Donc, il s'est fait piéger, en fait. Et en parallèle de ça, Trump l'a pris à part. On voit la vidéo à un moment donné, où il lui dit, premièrement, il faut que tu affrontes tes juges. Donc déjà, je dirais que ce n'est pas gentil. Ça veut dire, il faut que tu règles ton problème. Et puis, deuxièmement, je crois qu'il lui a dit, il faut que là-bas, les gens ont le droit de vivre. Oui, mais une pression sur Netanyahou. Ouais. Ah ben, c'est clair. Ouais. Ça ne pourrait être que comme ça. Alors, il y a une autre pression, mais cette fois-ci, ce n'est pas Trump, c'est Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, il a déclaré qu'il allait reconnaître l'existence d'un État palestinien pour le mois de juin. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, qu'est-ce que tu en penses, mais quel est l'objectif de déclarer ça 1 ou 2 mois je pense que Macron avant? C'est quoi c'est une tactique particulière? Il y a autre chose derrière? Il est très malin. Il ne faut jamais enterrer les hommes politiques. Il faut jamais dire d'un homme politique qu'il est mauvais, et il sera toujours mauvais. Parce que tu dis il est mauvais, puis à un moment donné il est bon, puis tu t'en es pas aperçu. Et je pense que Macron, qui a gardé une position, je dirais, pro-israélienne de début et anti-russe dès le début, se rend compte que ça ne paye pas. Il se met dans le camp avec la droite et ça ne lui rapporte rien politiquement. Il est aujourd'hui complètement fermé et il cherche depuis des mois une façon de se sortir du piège. Et là, je pense qu'il comprend que la cause palestinienne, que la cause est entendue ou presque. Je discutais pas plus tard qu'hier soir avec un de mes amis qui rentre d'Israël, qui est le général Pinatel, que tu connais bien. Et il nous expliquait, alors du dîner qu'on avait ensemble, que en fait, les armées de l'air et maritimes d'Israël sont très bonnes, mais que l'armée de terre est pas du tout au point, parce que c'est une armée de conscrits qui est mal formée, qui n'a pas de sous-officiers, ce qui est gravissime, et qui est obligée d'affronter une guerre urbaine, ce qui explique l'échec total de cette stratégie, puisqu'ils n'ont pas récupéré un seul otage vivant depuis le début. En fait, ils les ont récupérés par la négociation, mais ils n'ont pas réussi à en attraper un seul. Donc en fait, si tu vois aujourd'hui, il y a plus de 50% de la population américaine qui est contre Israël, dont la grande partie de la jeunesse. Trump est obligé d'en tenir compte parce qu'il y a aujourd'hui de la part d'Obama et de ses ennemis une espèce de tentative de pousser à la sédition. C'est les déclarations d'Obama à Milton où il a dit « It's up to all of us to fix that ». C'est à nous tous ensemble, citoyens, dit-il, de régler ce problème. Sous-entendu, tout le monde dans les rues,
on va te faire un Black Lives Matter bis. Donc, Trump, je dirais, il a un peu chaud aux fesses. C'est pas parce que l'AIPAC l'a élu, l'a poussé, que pour autant, il n'est pas tributaire de sa population derrière et de la jeunesse. Donc, à mon avis, il fait une erreur en arrêtant les activistes palestiniens aux États-Unis, parce qu'il fait chauffer, et la jeunesse n'aura pas les égards qu'elle a eus vis-à-vis de Biden, qui faisait semblant, mais qui appuyait tout autant, mais qui faisait semblant de vouloir arrêter. Donc, tout ça pour dire que les choses se mettent en place petit à petit, à mon avis, pour un règlement politique. Est-ce que cette déclaration de Macron fait Macron peser le la sent. France ? Et Macron le sent. Il sait qu'il va être beaucoup plus à l'aise s'il défend une position en disant le pauvre peuple palestinien, etc., parce qu'il va récupérer la gauche. Il a vu que depuis le mois de mars, c'est de Villepin, Galouzeau de Villepin, qui est la personnalité préférée des Français. Ça, c'est un signe politique très fort, alors que Villepin s'exprime très peu. Donc, il se dit, je vais piquer des voix à Villepin, je vais piquer des voix à Mélenchon, je vais me mettre dans mon, dans mon environnement, dans mon écosystème politique qui est celui qui est naturel. La presse va commander. Il a une carte à jouer dans ce domaine-là. Et il fait cette déclaration à l'issue du sommet du mois de juin à New York, conjointement avec l'Arabie Saoudite, en amenant 2 ou 3 pays, il sera le premier pays du G7 et il fera ce que personne n'a fait depuis De Gaulle. Donc il dira, voilà, je suis rentré dans l'histoire. Donc, à mon avis, c'est très bien joué. Et en plus, il va mettre dans le vent tous ceux qui se sont précipités en Israël, Marion Maréchal, Bardella, etc. Il va les cornériser. Voilà. Donc, c'est, à mon avis, ces politiques, ce sont des animaux politiques. Ils sentent le vent, ils sentent le truc. Il y a plein de signes qui montrent que Israël, à mon avis, est au bord de la rupture. C'est ce que je pense, moi. C'est pas dit sur les plateaux, mais quand tu lis un peu les trucs de détail, là, comment il s'appelle ? L'Américain, il y avait un des otages américains dont on ne retrouve plus la trace parce que la maison dans laquelle il était a été bombardée. Donc, si ça se trouve, il est sous les pierres. Bon, je veux dire, les Américains vont être furibards, d'autant qu'il a fait une vidéo il y a 2 jours en disant « Pourquoi vous ne me sauvez pas ?» Il a fait un appel à Trump en disant ne vous laissez pas avoir par les mensonges de Netanyahou, libérez-moi. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est la raison pour laquelle la maison a été bombardée. Comment ? C'est peut-être la raison pour laquelle la maison a été bombardée. La doctrine Hannibal, on sait ce que c'est. Un otage mort est un héros, un otage vivant est un problème. C'est ça la doctrine Hannibal. Donc c'est tout à fait possible qu'ils aient fait ça. Mais je veux dire, les Américains vont le prendre très mal si c'est ça. Donc Netanyahou accumule au fur et à mesure l'histoire des 15 humanitaires là, qui ont été tués. C'est pas passé. C'est pas passé. Tout le monde, nous, on regarde pas ça parce que ça passe pas dans nos chaînes mainstream, mais le monde entier les voit. Oui, absolument. Mais ça s'est pas passé. Ils ont été assassinés. Exécutés sur le bord de la route. Exécutés, puisqu'on a retrouvé les tirs dans la tête et dans le cœur. Donc, ils n'ont pas simplement été mitraillés, ils ont été arrêtés. Certains, semble-t-il, ont été attachés et on les a tués. On les a enterrés et on a enterré après les voitures pour pas qu'on les trouve. D'abord, je suis désolé, c'est mal fait. Si tu veux camoufler un assassinat de masse, tu les emmènes et tu les sors. Tu les laisses pas, tu passes pas un coup de bulle en disant personne ne va les trouver. Et en plus, on a trouvé la voiture où le type filme, et on voit qu'il y a les gyrophares, et jusqu'à la fin où il dit, il récite la prière des morts, et au moment où on le tue, il dit pardon maman, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pas passé, ça. C'est pas passé du tout. Donc, voilà. C'est vrai que d'ailleurs, tu dis que ça n'a pas été tellement relayé par les médias français, qui pourtant relaient, quand il y a un missile russe qui tombe en Ukraine et que malheureusement il y a des morts civiles, là c'est immédiatement relayé, on en parle sur LCI, c'est un sujet d'actualité. Là,
cette exécution de personnel du Croissant-Rouge, il n'y a pas Bien eu sûr. un mot. Hein. Non, 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 non. Et c'est pour ça, les gens ne sont pas bêtes. On prend, à force de penser que les gens peuvent Ils sont avaler idiots. n'importe quoi, ce ne sont pas Ouais, des imbéciles. ouais, Ils savent très bien ce que c'est qu'un deux poids, deux mesures. Ils ouais. voient, quand il y a 2 morts d'un côté, ça fait la une. Et quand il y a 400 morts du lendemain parce qu'on a tiré sur un camp de réfugiés au milieu des tentes, comme si les djihadistes allaient se planquer sous les tentes, là, on n'en parle pas, ça passe pas. Donc, si tu veux, Ouais, à un moment donné, trop, c'est trop, quoi, si ouais. tu veux. Et Alors, ouais. je pense qu'on en est là. Justement, passons de l'Iran et de la Palestine à l'Ukraine et à la Russie. Oui, L'actualité, c'est aussi que ces négociations, ces pourparlers démarrés par l'administration Trump, oui, un peu en fanfare au départ, oui, ont un peu ralenti. On voit que Trump est passé oui, sur d'autres thématiques, celle de l'augmentation des taxes douanières. oui, On a l'impression qu'il laisse du temps aux Russes oui. et que ça arrange bien les Russes. Bien Qu'est-ce que tu sûr, en mais penses? c'est évident. C'est évident. Alors, si tu veux, si tu reviens à cette idée du tripode, euh, il est. Amérique, Chine, Russie. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut que les Russes soient un des pieds du tripode et non pas collés aux pieds chinois parce que sinon, ça ne tient pas. Absolument. Mm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes et les Américains ont le même intérêt stratégique. Et pour ça, dans la déclaration de Rubio, il est clair que si on ne cherche pas à dominer la Russie, à détruire la Russie pour faire pression sur la Chine, dans ce cas-là, l'intérêt de maîtriser l'Ukraine n'existe plus. Il n'y a plus d'intérêt dans ces conditions. Donc à la limite, il faudrait même rendre l'Ukraine aux Russes pour rendre aux Russes la solidité du pied, je dirais. Mais ça, tu ne peux pas le dire aux Américains et tu ne peux pas le dire à ton opposition américaine qui va te tomber dessus en disant espèce de traître, tu brades les intérêts de l'Amérique, etc. Alors que c'est précisément dans la nouvelle configuration l'intérêt de l'Amérique que les choses soient comme ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas forcément. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois arranger les choses pour que, en fait, l'Amérique brade, puisque c'est ce qu'elle va faire, et en même temps présenter la forme comme si elle bradait pas. Donc il faut, je dirais, quelque part compliquer la négociation. Donner du temps, c'est ce que tu dis. Ah mais là je suis pas d'accord, etc. Mais on habille les choses, quoi. Je pense qu'on est en train d'habiller les choses, mais que dans le fond, ils sont d'accord. Donc Quel- ça donne cette impression. Ouais, qu'il y a un accord entre les deux, un accord tacite en Ben, fait. bien Hein. sûr, Ouais. Mm. c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et Et l'intérêt pour les il y a le Russes. même accord, Ouais, parce que l'accord tacite consiste à reconstruire quelque chose qui tienne la route, ouais, une nouvelle configuration du monde qui soit solide, où il n'y ait plus de guerre, où on fasse du business. Parce que si Trump a à ce point changé les choses par rapport à l'équilibre précédent, c'est parce qu'il a derrière lui des forces économiques puissantes. Voilà. Donc, tout ce qu'il fait actuellement par rapport à l'Iran, par rapport à l'isolement qui est en train d'organiser d'Israël, par rapport à la négociation avec les Russes, par rapport à la grosse voix vis-à-vis des Chinois, mais on va parler de la Chine après parce que c'est aussi l'autre élément de ce jeu, ce nouveau jeu. S'il veut organiser ça, il faut qu'il n'y ait plus de guerre. Il faut qu'il n'y ait plus de guerre. Et il faut qu'il, lui, se présente aux midterms en disant, voyez, j'ai arrêté la guerre d'Ukraine qu'on mène, la guerre contre les Russes qu'on mène depuis 1945, et j'ai arrêté la guerre du Moyen-Orient qu'on mène depuis 1948. Et moi, j'ai fait ça. Et ce que j'ai fait, personne dans l'histoire du monde ne l'a fait, etc., parce que je m'appelle Donald Trump, etc. Cette idée du tripode, justement, si on se place du côté chinois, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est intéressant pour les Chinois? Ben, je dirais que les Chinois, ils ont besoin d'une chose, c'est d'être sûr que les Russes ne sont pas en train de les couillonner après les avoir utilisés. Et c'est pour ça que les Russes ont organisé un sommet qui va avoir lieu avec Xi en disant mais vous inquiétez pas, t'es ma meilleure copine, l'autre je la vois mais c'est toi que j'aime et que je préfère, etc. Donc c'est très bien joué de la part des Russes, je dirais. Mais le problème des Chinois, c'est qu'en fait le système, les Chinois
là aussi, Trump les attaque en sonnant la fin du système libéral où la Chine aspire toutes les unités de production du monde. Voilà. Alors, moi, il me semble évident que dans une situation comme celle-là, les Américains ne vont pas se fâcher avec les Chinois. La première usine de voitures en Chine, qui est, semble-t-il, plus grande que Paris, c'est l'usine Tesla. Donc, Trump ne va pas se mettre ses oligarques à dos. Par contre, le fait d'avoir fait chuter les bourses, ça, c'est malin. Parce que Warren Buffett disait, les bourses, c'est le bal de Cendrillon, sauf qu'il n'y a pas de pendule. On ne sait pas quand il est minuit. Donc, c'est un système où tu gagnes beaucoup, puis à un moment donné, tu perds beaucoup, tu te retrouves à poil, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas pourquoi. Donc, c'est tout le travail de Warren Buffett qui fait rien pendant 7 ans, tu as lu, comme moi, je pense, son petit livre qui s'appelle L'investisseur intelligent, qui est un tout petit livre extraordinaire, et il ne fait rien de la journée, sauf lire les journaux de bourse pour essayer de sentir le moment où le bal de Cendrillon, la pendule qui n'existe pas, Donc voilà. Donc, l'important, je pense, dans sa déclaration qui a consisté à faire chuter les bourses et puis changer le lendemain, c'est qu'il a rendu le système boursier pas sûr, fragile, dangereux. Et pour moi, ça va automatiquement, d'abord 2 choses. La première, c'est qu'il ne lâchera pas, parce que ça, c'est la réforme de sa vie. Il y a des déclarations, il y a plus de 20 ans, où il disait déjà ça. Il disait c'est insupportable. Le système ultralibéral qui nous vide de nos industries et la Chine produit pour le monde entier, c'est pas possible. S'ils veulent rembourser leurs dettes, s'ils veulent donner du business, du travail aux Américains pauvres, etc., il faut qu'ils changent. Donc, il va revenir dessus, c'est évident. Et puis, d'autre part, si moi, je suis boursicoteur, ce que je ne suis pas du tout, mais à supposer, si je me dis à tout moment, Trump peut faire une déclaration et pof, ce que j'ai mis, ça va se casser la gueule, ben, je vais regarder d'autres investissements. Je vais aller dans la pierre, je vais investir dans mon pays, je vais aller plus dans le bas de la pyramide et dans l'économie réelle. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Donc, fragiliser le système de bourse est fondamental pour Trump. Il faut que les gens perdent confiance dans le système boursier d'une certaine façon. Et ça, c'est pas malsain. Et à partir du moment où ça sera le cas, bon, je ne sais pas exactement quel genre de système de douane il va trouver, mais il va en trouver un parce que c'est la nature des choses qu'un pays protège son marché intérieur. Enfin, on était dans la folie de considérer que tout est ouvert et tu peux te faire attaquer par n'importe qui vient de l'extérieur. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On entend souvent qu'avec cette augmentation des taxes douanières, il a mis fin à la mondialisation heureuse, à la mondialisation économique. Mais bien sûr, c'est tout à fait ça. Donc la mondialisation heureuse va devenir une mondialisation dangereuse. On ne va pas changer la mondialisation complètement, puisqu'elle va rester plus ou moins ce qu'elle est. Mais d'abord, elle va être gérée par les États. Et puis à partir du moment où les Américains vont dire « nous, on se protège », les Chinois qui sont très dépendants de leurs exportations, ils vont balancer les surplus en Europe. Donc on va se retrouver avec des gens ruinés, des Français ruinés qui vont acheter des marchandises pas chères. Ça ne marche pas. C'est l'apocalypse. Le bon système, c'est que tu aies des gens qui ne sont pas ruinés parce qu'ils ont du travail et qui achètent des marchandises un peu plus chères qui viennent de chez eux. C'est ça le bon système. Oui. Donc, on va y arriver. Et donc, les Chinois, moi je dis, et je me suis fait un peu critiquer par certaines personnes, par certains dans les commentaires, que les Chinois sont très sûrs d'eux, etc. Ils ne sont pas du tout sûrs d'eux. Ils dépendent complètement de l'exportation et en plus, ils vont avoir dans quelques années le trou avec la population active qui va baisser drastiquement et la multitude de vieux de la génération précédente qui va arriver à la retraite. Donc, ils ont intérêt à trouver un deal là aussi.
Et moi, je serais chinois, je me poserais certainement la question de savoir si ce n'est pas le moment maintenant de pousser à fond le marché intérieur pour me protéger avec mon marché intérieur, comme le font les Indiens. T'entends pas les Indiens qui gueulent dans la situation actuelle parce que Ouais. eux, tout ce qu'ils produisent, l'essentiel de ce qu'ils produisent, je connais bien parce que j'avais été acheter du lait à une époque en Inde quand j'étais dans le lait et j'avais été visiter l'usine de Anand, Anand qui se trouve Anand Factory. Et le patron de l'usine, qui s'appelait Dr Curien, qui était un homme extrêmement connu dans le monde entier, quand je lui ai voulu lui acheter du lait, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, écoutez, si nous on se met à exporter du lait, on devient le premier exportateur mondial en 3 mois. Parce que nos surplus sont énormes. Et il dit, mais à quoi ça me servirait d'exporter du lait à bas prix et à foutre en l'air le marché mondial alors que j'ai 1,4 milliard de personnes qui ont besoin de yaourt, qui ont besoin de lait concentré, qui ont besoin de ci. Donc, moi, je préfère transformer mon lait et le vendre sur mon marché intérieur. Donc, l'Inde a parié sur le marché intérieur depuis toujours. Donc, ça ne se fait pas comme ça dans une... Mais la Chine, elle a profité d'un système d'exportation, puisque c'est nous qui lui avons ouvert les portes. C'est nous qui avons commencé à faire de la copie. Parce que ce qu'on faisait chez nous à 10 pour le vendre à 50, on s'est dit, ben pourquoi on ne va pas le faire en Chine à 1 pour le vendre toujours à 50 ? C'est nous qui avons ouvert, qui avons donné le goût aux Chinois de ça. Alors après, ils ont vite compris. Hein, mais il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'Union européenne, puisque tu parles du tripode, on aurait pas pu parler aussi de quadripode. L'Union européenne, on entend souvent, c'est une puissance de plus de 400 millions d'habitants, c'est une puissance économique, puissance financière. Dans tes explications, l'Union européenne est absente. Pourquoi ? Complètement. Pourquoi ? Complètement. Alors, moi, ce que je pense, c'est que, si tu veux, pour le dire d'une certaine façon, la fin de la guerre d'Ukraine a enterré une guerre géopolitique entre l'Est et l'Ouest, pour dire les choses simplement, qui dure depuis la Deuxième Guerre mondiale, et elle a ouvert une guerre géoculturelle entre les progressistes et les conservateurs. Et les deux chefs conservateurs, c'est Poutine et Trump. Et pour les progressistes, je ne dis pas pour les conservateurs, mais pour les progressistes, parler à des conservateurs, c'est insupportable. Donc, c'est pour ça que, alors que stratégiquement, on voyait arriver la victoire de Poutine d'un côté et la victoire de Trump de l'autre depuis des années, l'obligation de prévoir, qui est l'obligation de gouverner, parce que gouverner c'est prévoir, aurait dû faire qu'on aurait dû aller chercher des ponts avec l'un ou l'autre, enfin un voyage à Moscou, puisqu'ils ne nous attaquent pas directement en disant, bon, bah, finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Ça n'empêchait pas de se parler. Aller voir Trump. Alors, on a continué à taper sur Trump et à taper sur Poutine. C'est-à-dire, on s'est enfermé, je dirais, dans une espèce de ghetto idéologique, parce qu'on ne voulait pas leur parler, parce que l'un a dit qu'il y avait avec deux genres, les hommes et les femmes, et l'autre a dit que la famille, c'était dans la Constitution, que c'était un homme, une femme et des enfants, et que jamais il y aurait de guépade à Moscou. Donc en fait, on leur a dit la même chose que ce que Robespierre a dit lors du procès de Louis XVI, c'est-à-dire Louis XVI est un traître à la patrie, d'accord, et un ennemi de l'humanité. En quoi ce pauvre Louis XVI était un ennemi de l'humanité, je voudrais bien savoir. Mais la mentalité de ce type de personnes, c'est on ne veut pas leur parler. Et à mon avis, c'est très facile de sortir de ça. Il suffit de reprendre une attitude politique normale, c'est-à-dire, bon, moi je parle à l'ensemble de mes contreparties, je n'ai pas de raison de taper sur Trump. Tu penses que Macron ou Van der Leyen en sont capables ? Ben, Macron, je pense que sa sortie est très maligne parce que du coup, il va se repositionner comme un acteur important du Grand Sud à partir du moment où il va être le premier pays du G7 à comment dire, reconnaître l'État palestinien. Et alors, on entend sur les plateaux dire oui, c'est symbolique, ça ne sert à rien du tout. C'est pas symbolique du tout.
Parce que ça veut dire qu'on va isoler Israël et on va isoler les États-Unis à l'ONU de plus en plus. Il y a 150 ou 180 pays déjà qui reconnaissent Israël, mais pas les pays du G7. Ça, c'est un scandale déjà. C'est un scandale. Mais le jour où il n'y aura plus que les États-Unis et Israël et que tout le monde aura pris position, il suffit que les États-Unis lèvent leur veto. Il suffit que les États-Unis lèvent leur veto. Ouais. À ce moment-là, comment ça s'appelle la Palestine est reconnue, quel que soit son gouvernement d'ailleurs, dans ses frontières de 67. À partir du moment, la guerre est finie. Parce qu'à ce moment-là, les forces internationales de l'ONU peuvent dire, écoutez, vous occupez un pays étranger, foutez le camp. C'est quand même étrange comment dire, Et ça, c'est ce que le Hamas a compris. mais Que c'est par la voie internationale qu'on pouvait le faire et pas par la négociation directe. Quand on regarde la politique de Macron, c'est quand même étrange parce que il a dragué les Israéliens pendant plus de 6 mois. Bah oui. Et là, c'est quoi? C'est de l'opportunisme, c'est du pragmatisme, c'est quoi? Je dirais qu'il y a deux choses. Il n'y a pas de, on voit pas tellement de cohérence en fait. C'est de l'opportunisme, c'est clair. Mais en même temps, ça aussi je l'ai dit, je pense qu'il y a une forme de sincérité quelque part. C'est-à-dire il est plus à l'aise avec une position comme celle-là qu'avec une position visant à soutenir Israël mordicus, surtout par rapport à ce qui se passe, comme on l'a dit, quoi. Ce qui se passe est totalement insupportable, mais totalement insupportable pour 95% des pays du monde. Donc nous, à un moment donné, il faut sortir de notre ghetto. Ouais. Et c'est ce qu'il a compris. C'est ce qu'il a compris. Donc, c'est malin. Donc, c'est possible. C'est possible. Tu sais, c'est pas le dernier homme d'État qui retourne sa veste. Hein. Mais il sera dans le sens de l'histoire. Je pense qu'il a compris que le sens de l'histoire, c'était ça. Il s'est mis dans le sens de l'histoire. Et ça, c'est malin. Et tu dis aussi qu'il y a une espèce de concentration idéologique progressiste en Europe. C'est clair. Qui refuse de reparler à Vladimir Poutine, qui refuse de parler à Donald Trump. Macron fait quand même partie de ce Oui, ce mais je dur. pense qu'il s'est rendu compte que ça ne servait à rien, parce que, je veux dire, son idée, c'était... au départ, ils se sont fait prendre complètement par la rapidité, disons, du rapprochement des deux planètes. Il a sous-estimé le fait que c'était effectivement deux conservateurs qui s'entendaient. On peut s'entendre si on a des visions du monde différentes. Ah, moi, je considère que c'est moi qui dois diriger le monde. Ah ben moi, je considère que c'est moi. Bon, je te laisse l'Europe, tu me laisses la Russie. Bon, ok, on s'attend. Mais deux visions de l'homme, tu peux pas. Tu peux pas dire... je veux en même temps le principe de la sexualité reproductive et le principe de la sexualité récréative. C'est pas possible. C'est l'un des deux. C'est pas incroyable que ces questions s'invitent et intégrer le cœur de la géopolitique. C'est pas... Ces questions, comment dire, anthropologiques, biologiques. Elles sont fondamentales. C'est le fondement même des choses. Mais ça n'a jamais été le cas quand même. C'est la première fois que... Ça n'a jamais été le cas parce que, si tu veux, jusqu'à présent, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le progressisme n'était pas aussi... agressif et n'avait pas des ambitions mondiales comme celle qu'il a aujourd'hui. C'est quand même très frappant. Cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui était carrément sataniste pour moi, a été vue par 3 milliards de personnes. Donc pour moi, c'était une déclaration de guerre du progressisme, disant, voilà les valeurs qu'on veut mettre en place, etc. Les valeurs de la famille, on n'en veut pas. On met en scène en même temps le blasphème, les drag queens, la pédophilie, puisqu'on a mis des enfants au milieu du tableau. Donc, c'est vraiment une déclaration d'intention et une déclaration de guerre pour moi. Ça m'a véritablement ouvert les yeux. Et je n'ai pas senti en face, ni de la part de l'Église catholique, etc., qu'il y a eu véritablement une levée de bouclier. Oui. Mais je pense que Trump s'est dit, on va les flinguer. Et c'est ça qu'il pense encore aujourd'hui. Parce qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a ses ennemis. Ces ennemis qui sont les relais du système
intérieur américain de ses ennemis de l'intérieur. Est-ce qu'il peut y avoir justement une convergence de Poutine et de Trump pour un peu se venger des Européens, régler leur compte aux progressistes? Tu crois que ça existe ou pas? Je pense que c'est le cas, deux tout à fait. Je pense que c'est tout à fait le cas et ça fera partie de leur plan. Par contre, je pense que Poutine a un souci, c'est qu'il a toujours considéré, je pense, que son activisme à l'Est est une mesure de sauvegarde, mais pas l'ADN de son régime. Et lui, c'est un homme de Saint-Pétersbourg, donc c'est un occidental véritablement. Donc, moi, j'ai regardé dans toute sa guerre, sauf quand il dit si vous m'attaquez, j'ai la bombe atomique, mais il l'a fait toujours en réponse à une agression qui lui avait été faite ou à une phrase de l'un ou l'autre disant nous, on va flanquer votre régime par terre, etc., ou on va livrer des armes dans la profondeur pour tirer sur les sites sensibles russes, etc. Donc nous, on a joué avec ça. À chaque fois, il a répondu. Mais il s'est gardé, je dirais, de fermer complètement la porte à l'Occident. D'abord parce que culturellement, on est des cousins. Eux, c'est des orthodoxes et nous, on est des chrétiens, des catholiques. Donc, et puis derrière, il y a quand même la galette occidentale qui l'intéresse. Donc son idée, c'est de revenir, de relivrer du gaz, de refaire des affaires, de rouvrir son marché aux Occidentaux, etc. Je pense que Trump, d'une certaine façon, a intérêt à ce que les Occidentaux ne retournent pas chez les Russes. Mais à partir du moment où ils sont dans ce système tripolaire, comme on l'a dit, il ne pourra pas l'empêcher. Oui. Il ne pourra pas l'empêcher. Donc nous, en fait, on pâtit de nos mauvais dirigeants, mais Macron vient de montrer que par la bande, on pouvait sortir du piège. Et puis demain, regarde, demain, ils annoncent que dans 15 jours, ils se retrouvent à Riyad ou à Genève, et puis ils se serrent la main et ils passent 2 heures à discuter, etc. Quelle va être notre position, nous? On va continuer à dire on ne veut pas leur parler, alors que l'un et l'autre sont réconciliés. J'ai entendu Nathalie Loiseau, députée européenne Renaissance ce matin. Ils sont quand même, sur la question ukrainienne, ils sont quand même extrêmement radicalisés. Je dirais qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils se sont fait tellement avoir par leurs propres bêtises qu'ils ont besoin de se donner une posture absolument. Oui, puis il y a un combat idéologique quand même. Il y a ça aussi. Ils veulent vraiment la défaite des deux, de Poutine et de Trump. Et la presse aussi. Ouais. Enfin, le type qui a dit jamais il y aura de Gay Pride à Moscou, il faut le découper en rondelles si c'est possible. Ça, il faut le machacar, comme on dit en espagnol. Donc c'est ça. Mais ça ne va pas se faire. Donc à un moment donné, tu sais, Poutine avait dit aux Russes dès le début de la guerre mes collègues occidentaux ne veulent pas voir une chose qui est gravissime, c'est la fracture sociale. Oui. Et il me paraît impossible, compte tenu, quand la guerre va se développer, que cette élite se maintienne au pouvoir. Oui. Il l'a dit aux Russes. Oui. Il a dit aux Russes. C'est-à-dire, nous, on disait on va faire sauter le régime, et lui, il a dit aux Russes, il n'a pas dit on va faire sauter leur régime, mais il va dire leur régime va sauter. Absolument, oui. Et tu vois, demain, les Américains et les Russes vont commencer à faire du business ensemble, vont investir, parce que là aussi, les Américains n'ont pas de bâton pour obliger les Russes, oui. Mais par contre, ils ont plein de carottes. Donc, il va y avoir ils vont s'échanger les carottes, et les tomates et les oignons, etc. Tout le monde va investir. Et nous, on va rester comme des cons là au milieu, et surtout les Allemands qui vont se dire on s'interdit d'aller acheter du gaz aux Russes pas cher, et on continue à acheter du gaz cher aux Américains, mais on est des rois des cons. Donc c'est l'AfD qui va sortir du lot, et ceux qui vont changer leur discours, parce que c'est des pragmatiques. Avec les Russes, quand on avait les Russes, on avait la prospérité, et maintenant on a la faillite. Ouais. Pourquoi on continue à bosser avec les mecs qui nous promettent la faillite, alors que ceux qui nous promettent la prospérité, on ne veut pas leur acheter? Ça ne tient pas, ça. Ouais. François, donc ça va changer. Ouais. Donc nous, on va, d'une façon ou d'une autre, avec ceux-là, s'ils retournent leur veste, ou avec d'autres, on va sortir du piège. C'est évident.
François, merci pour cet entretien passionnant. rien. Je te dis à très bientôt. Et Oui. chers amis auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour nous aider à la faire grandir et de commenter cette vidéo pour aider au référencement et aussi nous donner évidemment vos propositions de sujets d'entretien. Je suis sûr que parmi toutes celles que vous pourrez formuler, nous trouverons le sujet de notre prochain entretien avec François. Merci François, à bientôt. Merci, merci.